Salut les amis, alors, pour cet épisode, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on est à un croisement sur la chaîne. C'est-à-dire que, pour vous expliquer Warhammer 40 000, il faut donc passer par les Résidorus et tout, qui est un truc hyper compliqué. C'est vraiment très complexe à aborder. J'essaye vraiment, c'est certainement pas parfait ce que je fais, mais j'essaye vraiment de vous aider de la manière la plus pertinente de mon point de vue, quoi. Et j'ai vachement hésité entre vous survoler le truc pour que voilà, vous puissiez le découvrir tout seul, ou vous spoiler un petit peu pour essayer de vous donner envie de vous renseigner, ou tout vous raconter. J'ai vraiment hésité entre ces trois options, et au final, j'ai fait le choix de pas choisir en fait. Donc là, dans cette vidéo, je vais finir de vous donner les armes, on va dire, de base pour comprendre la suite de Warhammer 40 000. Donc voilà, on va faire 3 niveaux de spoil en gros. Le premier, c'est je vous explique vraiment brièvement, donc c'est cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter. Épisode d'après, ça sera un épisode avec, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, il y aura quand même des bons spoils, mais c'est pour appuyer mon propos, et puis il y aura un côté un peu, comment dire, analyse de l'histoire, qu'il n'y aura pas dans cet épisode. Et le troisième niveau de spoil, en fait, on va faire... j'ai pas mal réfléchi au concept, alors après, c'est toujours pareil, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait au final, il y a souvent un écart. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire une critique de chaque roman de l'Horus Heresy. Comme ça, je vous le résume, je vous dis ce que j'en ai pensé, je vous aide un maximum à vous repérer au niveau des personnages, c'est-à-dire que même si, voilà... vous en êtes, je sais pas moi, au 40e roman de la série, et on vous parle d'un personnage que vous vous rappelez plus, je vais faire en sorte de pouvoir vous aider. Alors ça me prendra forcément du temps, c'est pas une série qui... Ne vous attendez pas à voir les je sais pas combien de romans en 5 jours, ça sera vraiment sur le long terme. Et en parallèle, on continuera l'histoire de Warhammer 40 000. Donc, c'est parti pour l'épisode. Alors aujourd'hui, ceux qui connaissent pas l'univers, mais vous allez pleurer du sang, ça va être très compliqué. Parce que comme je vous ai dit, c'est une période très difficile à expliquer, quoi. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, on va faire comme on peut. Petite précision, je vais à un moment donné vous présenter les Primarques dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il y en a, je vais vous dire si ils sont restés en vie, je vais vous dire un peu tout ça. Il y en a, je vais peu vous en parler, mais c'est pour pas vous spoiler en fait. C'est pas que j'ai pas d'infos dessus, c'est pas que voilà, c'est qu'on ira plus dans le niveau 2 du spoil en fait. Et encore, faudra voir. Mais voilà, vous verrez, il y a des Primarques dans lesquels je vais vous dire pas mal de choses et d'autres, je vais un petit peu me réserver. Là, on va vraiment le faire light quoi. Alors c'est parti. On va parler des démons pour commencer, parce qu'on n'en a pas trop parlé. On avait vu qu'ils habitent dans le Warp et qu'ils sont le reflet de nos émotions. Chaque émotion peut donner naissance à une entité démoniaque. Il existe néanmoins 4 principaux dieux. Il y a Khorne, c'est le dieu du meurtre, du massacre. Il aime ça. La phrase fétiche de ces fanatiques est « du sang pour le dieu du sang ». Tout ce qui est violence le nourrit. Il y a Tzeentch, qui est le dieu du complot et du changement. Son truc à lui, c'est plutôt la magie. Il y a aussi Nurgle, qui est le dieu de la décomposition. En vrai, il est cool lui. Enfin, tout est relatif, mais c'est le seul à vénérer la vie et son renouveau. Il fera pourrir votre cadavre, mais c'est pour donner naissance à des larves. Charmant, non? Ces fanatiques sont très endurants. Pour finir, il y a Slaanesh, le prince de la luxure et de la décadence. En gros, c'est le dieu des 7 péchés capitaux. Pour info, c'est le dernier né des dieux. Petite parenthèse qui peut vous intéresser. J'en ai pas parlé avant pour pas vous perdre. Mais
Il y a une race extraterrestre, appelée Eldar, qui dominait l'univers autrefois. Ils étaient tellement au-dessus des autres espèces et avançaient technologiquement que leur vie devint très ennuyeuse. Ils commencèrent à tomber dans les pires vices au fur et à mesure, jusqu'à arriver à un niveau de décadence extrême. Toutes ces débauches firent des perturbations dans le Warp, et le Warp s'aggloméra dans l'univers réel. C'est cette tempête qui sépara les planètes des humains. La naissance de Slaanesh fut un cataclysme qui tua la plupart des Eldar. On leur fera une vidéo dédiée dans très longtemps. Quoi qu'il en soit, la naissance de Slaanesh stoppa les tempêtes Warp. L'humanité put repartir conquérir son territoire avec à sa tête l'empereur, ses légions de Space Marine et ses custodes. Donc vous voyez déjà c'est un petit peu intéressant parce que même si on parle on est quand même centré sur l'humanité, on dit voilà dès qu'il y a une espèce extraterrestre on la bute et tout. Les démons, on ne sait pas encore ce que c'est à cette époque-là. Et vous voyez qu'il y a déjà un petit peu des impacts et des relations, même si c'est pas mais ça reste quand même c'est quand même pas anodin quoi, parce que s'il n'y avait pas les Eldar, il n'y aurait pas eu Slaanesh, grosso modo. S'il n'y avait pas eu Slaanesh, il n'y aurait pas eu les tempêtes, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle la longue nuit, là où le moment où les planètes ont été séparées. Et je trouve déjà que ça commence à être intéressant. Je voudrais vous apporter quelques précisions. Pour naviguer dans l'espace, un vaisseau se repère aux étoiles. Mais dans le Warp, il se perdrait instantanément. Parce que tu peux regarder à travers la fenêtre, tu verras pas de paysage, comment dire, c'est limite une dimension un peu psychologique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour se repérer, il faut un repère à la fois physique et psychique. Ce repère, c'est l'Astronomican. Pour résumer, c'est comme un phare maritime, mais spatial. Il est alimenté en énergie psychique et brille intensément sur des distances folles. Dans les vaisseaux, ce sont les navigators, ces mutants spécifiques que nous avons vus dans le premier épisode de cette série, qui ont la capacité de voir l'Astronomican dans le Warp. Ainsi, chaque vaisseau possède un navigateur pour le guider dans le Warp afin de toujours aller plus loin sans se perdre. Nous voilà donc dans l'espace, à vouloir reconquérir notre territoire. La reconquête se passe parfois bien, et parfois il y a des génocides. Sur certaines planètes, des primarques ont été retrouvés, jusqu'à ce qu'ils le soient tous. Je pourrais vous les présenter par ordre chronologique de retrouvailles, mais je trouve plus simple de le faire par numéro de légion. En effet, chaque primarque se verra léguer par l'empereur sa propre légion de Space Marine, avec son propre ADN parmi eux. Voici donc les primarques dans l'ordre. En premier, il y a Lion L. Johnson, le primarque des Dark Angels, la première légion. Lion L. Johnson, qu'on appelle aussi le Lion, est quelqu'un de très très intelligent. Enfin, tout est relatif, on en reparle après. Il est un très grand tacticien, a une vision de la bataille à la fois large et précise. Il lui arrive de faire des blagues que lui seul comprend tellement elles sont pointues. Ce qui me fait dire que moi je dois être complètement con. Je vais être honnête, j'ai beaucoup de mal avec lui. Il est trop secret et égoïste pour moi. Il reste loyaliste, mais c'est le genre de mec qui pourrait se ramener chez vous avec une merde dans son vaisseau sans vous le dire pour éviter de passer pour un con alors que vous risquez de crever à cause de sa cargaison. Donc pour l'intelligence, oui et non selon moi. Sa légion, les Dark Angels, est la première. Ils auront l'honneur de bénéficier en premier des nouvelles technologies, comme par exemple les armes à plasma ou les armures Terminator, qu'ils auront en plus gros nombre que les autres. Pendant l'hérésie, Luther, le père adoptif qui a retrouvé Lionel Johnson dans sa capsule à la surface de la planète Caliban, jalousera les prouesses de son fils. Il lutta contre ce sentiment, car c'est son fils, mais à chaque victoire, c'est toujours le lion qui est acclamé. Et lui reste toujours dans l'ombre. Les démons du chaos finiront par avoir raison de Luther, et ce dernier se rebella et voulut tuer le lion. Aidé par les puissances du chaos, Luther put tenir tête au lion. Tout ce que vous avez à savoir pour 40K, c'est que la planète de Caliban fut presque entièrement détruite par le combat entre traîtres et loyalistes d'Archangel à la fin de l'hérésie. Le seul morceau qu'il en reste s'appelle le Roc, et en son sein se trouvent des cachots dans lesquels se trouve Luther d'un côté et le lion d'un autre. Dans le dernier fleuve de 40K, le lion est en train de se réveiller. Putain, j'ai fait qu'une légion. Allez, on continue. La deuxième légion. On ne connaît ni son primarque, ni le nom de sa légion. Quelque chose s'est mal passé.
Il n'existe plus et toute trace a été effacée des archives impériales. Personne n'en parle. Je suis en train de me dire que ça me faisait pareil avec mes bulletins de notes. Troisième primarque, Fulgrim. Lui et sa légion cherchent la perfection en toute chose. Ils considèrent la guerre comme un art, et l'art, ils adorent. Quand Fulgrim fut retrouvé, il prononça un discours à sa légion, dans lequel il explique qu'ils sont les enfants de l'empereur. Ce dernier, ému par ces paroles, leur donna le privilège unique de porter son symbole, qui est un aigle à 2 têtes, sur leur armure. De plus, il changea le nom de la légion en mémoire du discours. La légion de Fulgrim s'appellera donc les Emperor Children. Très bon choix, papy. Fulgrim trahira l'empereur aux côtés d'Horus et deviendra un prince démon. Un prince démon, c'est le statut ultime d'un serviteur du chaos. Il est toujours vivant en 40K et sert le dieu du chaos Slanesh, le dieu des 7 péchés capitaux. Quatrième primarque, Perturabo. Là où certains primarques se considèrent et s'appellent d'ailleurs frères, Perturabo, lui, ne tissa aucune amitié avec les autres. Il est très fort en architecture et il est redoutable quand il s'agit d'assiéger quelque chose. C'est sa spécialité. Il déteste Rogaldorn, un autre primarque dont on parlera plus tard. Il deviendra prince démon lui aussi et est toujours vivant en 40K. Sa légion s'appelle les Iron Warriors. Cinquième primarque, Yagatai Khan, qu'on appelle aussi le Khan. Son truc, tout comme sa légion, les White Scars, c'est les attaques éclairs. Ils vont fonce dessus en riant, vous blessent mortellement et le refont par vagues chirurgicales. Ils sont loyalistes et je trouve qu'on parle pas assez d'eux. Sixième primarque, Leman Russ. Leman Russ est le primarque des Space Wolves. Pour résumer, c'est un peu comme des Vikings. Ce sont les seuls Space Marines qui arrivent à se saouler. Le corps d'un Space Marine est trop efficace contre l'alcool. Ils se sont donc fait une mixture, le myode, qui leur permet d'être bourrés. À première vue, ce sont des sauvages. Ils sont très rustres et peuvent parfois paraître bêtes, mais ce ne sont que des apparences. Ils sont loyalistes et c'est une légion très originale dans son développement lors de l'hérésie, je trouve. Septième primarque, Rogaldorn. Son truc, c'est la défense. Il est trop fort pour défendre une place forte. Ce qui fait qu'il ne s'entend pas avec Perturabo, dont la spécialité est de les détruire. En gros, ils se font un concours et chacun pense qu'il est plus fort que l'autre. Dorn pense que Perturabo ne pourra jamais assiéger une de ses forteresses, et Perturabo pense que Dorn a une défense en carton. Alors, je vous le dis, on a la réponse. À qui est le plus fort? Ou pas. Non, je rigole. On l'a. Enfin, peut-être. Au fait, sa légion, c'est les Imperial Fist, et ils sont loyalistes. Huitième primarque, Konrad Kurz. Alors lui, c'est chaud. Pour rien spoiler, on va dire qu'il a été baptisé au pinceau à merde. Il est mal tombé. Son truc, c'est la terreur. Il terrifie l'ennemi pour le soumettre. Il dirige la légion des Night Lords. Neuvième primarque, Sanguinus. Alors lui, physiquement, il est pas banal. Il a des ailes d'ange. Moi, je pense que c'est plutôt pigeon, mais après, c'est... Sa légion est celle des Blood Angels, et ce sont des loyalistes. Je préfère ne pas en dire plus dans cet épisode. Dixième primarque, Ferrus Manus. Il est plutôt colérique et est un grand forgeron. Il a des avant-bras en métal vivant. La légende raconte qu'il les a eus en terrassant un monstre légendaire fait de la même matière. Sa légion s'appelle les Iron Hands, et depuis l'hérésie, il pense que la chair est faible, et se font des prothèses mécaniques. Ce sont des loyalistes. Onzième primarque, c'est encore un primarque et une légion effacée des archives. Désolé les gars. Douzième primarque, Angron. Angron était un esclave sur sa planète, un gladiateur. Leur maître tyrannique leur greffait ce que l'on appelle les griffes du boucher. Un appareil dont la pose est irréversible sur le crâne et qui vous fait souffrir en permanence, sauf quand vous combattez. Ça ressemble un peu à des dreadlocks quand vous regarderez les figurines ou les dessins. On dirait qu'ils ont des dreadlocks à la place des cheveux, ça c'est les griffes du boucher. Sa légion s'appelle les Word Eaters, et ils se feront eux aussi poser les griffes du boucher. C'est vraiment une légion de bouchers pour le coup. Ils trahiront l'empereur et Angron deviendra prince démon et est toujours vivant en 40K. Il sert le dieu du chaos, Khorne, le dieu du meurtre. 13e primarque, on reboot Guilliman.
Alors lui, il a un statut un peu spécifique qu'on abordera un peu plus tard, mais pour résumer, c'est un primarque qui optimise absolument tout autour de lui. Sa légion, les Ultramarines, sont très organisés. Il est loyaliste et aura un rôle très important pour la suite. 14e primarque, Mortarion. Il a été retrouvé sur une planète très toxique. Lui et sa légion, la Death Guard, ont une grande résistance aux poisons qui font partie de leur culture. C'est un traître qui deviendra prince démon et servira le dieu du chaos Nurgle, le dieu des maladies et de la putréfaction. Mortarion, c'est un gars qui déteste la magie. En parlant de magie, 15e primarque, Magnus le Rouge. C'est un puissant psyker, mais vraiment très très balèze, qui sera découvert sur une planète avec une population ayant également des pouvoirs psychiques. C'est quelqu'un qui a soif de connaissances. Il développera son savoir et ses pouvoirs au fil du temps, se rapprochant de plus en plus du danger. Sa légion s'appelle les Thousand Sons, ou 1000 fils en français, ce qui ne sera pas anodin par la suite. Il trahira l'empereur et servira le dieu du chaos, Tzeentch, le dieu de la magie et du complot. 16e primarque, Horus. C'est le premier primarque retrouvé. Il a eu le temps de bien connaître l'empereur et de faire ses preuves, ainsi que de faire la connaissance de tous les autres primarques. Donc c'est plutôt cool. Il est très charismatique et c'est un fin tacticien. Sa légion, elle a connu plusieurs noms, mais le nom le plus connu, on va dire, à l'époque de l'hérésie d'Horus et de la Grande Croisade, c'est les Sons of Horus. Il deviendra bien entendu un traître, vu que l'hérésie d'Horus porte son nom. 17e primarque, Lorgar. C'est un traître dirigeant la légion des Wordbearers. Il a été retrouvé sur un monde de croyants. Il est très éloquent. Il deviendra plus tard prince démon. 18e primarque, Vulcan, ou Vulcan, au choix. C'est un forgeron qui a été retrouvé sur une planète volcanique. Sa légion s'appelle les Salamanders. 19e primarque, Corvus Corax. Oh putain, c'est papa. Pour résumer, Corvus Corax fut retrouvé sur un monde prison, qu'il finira par libérer grâce à son pouvoir psychique qui lui permet d'être invisible dans les ombres. Il restera loyaliste, tout comme sa légion, qui s'appelle la Ravengard. 20e et dernier primarque, Alpharius. C'est le dernier primarque retrouvé. Les autres personnages de l'histoire savent très peu de choses sur lui. C'est un peu un mystère en fait. C'est un primarque spécialisé dans l'espionnage et l'infiltration. Il dirige l'Alpha Légion et se retournera plus tard contre l'empereur. Donc voilà. Là, je vous ai fait la liste des primarques pour que vous ayez un petit peu soit les traits de caractère, tout ça pour un peu vous aider. Maintenant, résumons l'hérésie d'Horus. Un événement l'a fait trahir l'empereur. Il sera suivi dans sa quête par d'autres primarques. Plutôt que de se ruer sur Terra pour l'abattre, il ralliera des mondes, des factions, et fera des frappes chirurgicales au sein de l'Imperium pour limiter la puissance des loyalistes et augmenter la sienne. Pour pouvoir tuer l'empereur, il demandera la faveur des 4 grands dieux du chaos qui lui accorderont beaucoup plus de pouvoir. Une fois arrivé sur Terra, alors que la bataille semblait gagnée, Horus abaissera les boucliers de son vaisseau pour y laisser entrer l'empereur. La lutte y sera intense et l'empereur mal en point. Un de ses primarques, Sanguinus, c'est celui avec les ailes de pigeon, donnera sa vie pour protéger l'empereur, laissant l'occasion unique à l'empereur de tuer Horus. Horus ne se laissa pas faire et laissa l'empereur au seuil de la mort avant de périr. L'empereur sera transféré d'urgence au trône d'or de son palais, une machine extraterrestre capable de le maintenir dans son état actuel, entre la vie et la mort. Il ne parlera plus, ne bougera plus, pendant au moins 10 000 ans. Il pourra malgré tout utiliser ses facultés psychiques pour faire fonctionner l'Astronomicon. Vous savez, c'est le phare pour l'espace. Au niveau des impacts sur l'Imperium, voici ce qui change à la fin de l'hérésie d'Horus. Malcador, le bras droit de l'empereur, sera retrouvé mort sur le trône d'or, car il l'a utilisé le temps que l'empereur tue Horus. Son cadavre sera retiré du trône pour y placer l'empereur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le trône d'or ne devait pas rester libre. En fait, si quelqu'un se lève, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place.
Malcador, pendant l'hérésie d'Horus, a créé une armée Space Marine très spécifique, les Chevaliers Gris, qui sont l'arme ultime contre le chaos et ses démons. Ce sont tous des Psykers. Il les cachera sur Titan, dans le système solaire, le temps que la guerre se passe. À la fin de l'hérésie, Roboute Guilliman, le primarque bien organisé dont je vous avais dit qu'il était important pour la suite, trouvait que les primarques dirigeaient beaucoup trop de Space Marine. Pour vous donner une idée, une légion de Space Marine, c'est entre 80 000 et 250 000 soldats. Il écrira un livre, le Codex Astartes, qui est très important pour 40K, qui régulera pas mal de choses. Les légions deviendront des chapitres de maximum 1000 Space Marines. L'excédent de soldats servira à former d'autres chapitres, appelés chapitres successeurs. Les organisations changent de fonctionnement et de nom. La Legiones Astartes, c'est le Space Marine en gros, deviendra l'Adeptus Astartes. Le Mechanicum, c'est les Martiens, vous savez, qui produisent les armes et tout, deviendra l'Adeptus Mechanicus. La Legio Custodes, la garde du corps de l'empereur, deviendra l'Adeptus Custodes. Voilà pour les principaux changements. À la fin de l'hérésie d'Horus, les traîtres s'enfuiront dans l'œil de la terreur. C'est une sorte de faille warp permanente dans l'espace et qui est capitale pour 40K. Dans 40K, la merde elle vient de là-bas. Dans le warp, le temps passe différemment. Ce qui fait que 10 000 ans plus tard, les traîtres continueront toujours leur combat contre l'Imperium. Pour les loyalistes, il s'est passé 10 000 ans, mais pour les traîtres, ça dépend, il n'y a pas de règles, il se passe beaucoup moins de temps que ça. Du côté de l'Imperium, les gens finiront par vénérer l'empereur comme un dieu. Et tout ce que l'empereur ne souhaitait pas sera mis en place. Et pire, deviendra la norme. L'humanité perdra beaucoup de savoir et d'espoir, et se mettra à prier. Sans empereur, et à un moment donné sans primarque, l'humanité sera plus fragile que jamais, et beaucoup d'espèces extraterrestres vont essayer d'en profiter, tout comme les traîtres que l'on appelle les Space Marines du chaos. C'est dans cette joyeuse ambiance que commence Warhammer 40 000. Et on arrête là pour cet épisode. Alors j'aimerais apporter quelques petites choses. Tout d'abord, sachez que ce que je vous ai raconté là, vous pouvez jouer les batailles de l'hérésie d'Horus et tout, ça existe en jeu de figurines, c'est Warhammer 30 000, on avait fait un live dessus, si j'y pense je vous mets le lien. Regardez, ça peut être cool, ne serait-ce que visuellement, de voir, vous pourrez voir les primarques, je sais pas quelles illustrations je vous choisirai pour vous les montrer en vidéo, mais vous pourrez voir un petit peu les différences, ne serait-ce que de figurines entre l'époque de la Grande Croisade et de l'hérésie d'Horus et 40 000 qui se passe quand même carrément plus tard et qui fonctionnent pas sur les mêmes principes narratifs, on va dire. Et je voulais aussi vous conseiller un livre que j'ai lu récemment. J'ai plus le titre en tête, mais voilà, là je vous affiche l'image. Et j'ai pensé à vous quand je l'ai lu, parce que, sans spoiler, ou quoi que ce soit, ça va vous montrer un peu tout. En fait, je trouve que ça va être un petit peu un condensé de ce que je vous ai mis dans cet épisode, en fait. Ça va parler un peu de plusieurs périodes, ça va parler de primarque et tout. C'est un livre qui est court. Franchement, si vous le trouvez à l'occasion, vous pouvez vous le faire prêter. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances pour le lire. Et ça peut peut-être vous donner envie de lire la suite. C'est pas le meilleur bouquin que j'ai lu, mais je trouve que pour quelqu'un qui ne lit pas de bouquins sur l'univers de 30K notamment, ou même de 40K, ben j'ai trouvé ça pas dégueulasse, moi je vous le conseille. Voilà. Normalement, prochain épisode, on passera du coup en spoil niveau 2. Je vous préviendrai avant ce que je vais spoiler en début de vidéo, puis vous verrez si vous voulez regarder ou pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci pour vos petits messages, à chaque fois ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.